Qui, cette fois-ci, est arrivé au bon moment, soit dit en passant. Oui. T'as pas pris une demi-heure. Je dois naviguer après plusieurs onglets. Je suis genre ailleurs un peu pendant qu'on enregistre. Pas de ma faute. Ah, dommage. Anyway, espérons d'église. Alors, à chaque semaine, sur les réseaux sociaux, on vous envoie l'invitation de venir discuter avec nous. Envoyez-nous des trucs un petit peu loufoques ou des questions, puis on va répondre. On va jaser de tout ça. Et la première nous provient de Producer Ali qui dit « Avec ce retour, parlant de Debo Samuel, parce que l'échange était contre choix de 5e tour, je tiens à le rappeler, soit Debo a pris une solide drop, soit les Niners se sont fait fleeced. » Je comprends je comprends pourquoi il pense ça. Puis c'est vrai que c'est pas énorme payer un choix de 5 pour Debo, mais tu sais, il faut pas oublier quand même que ce gars-là est un receveur vieillissant, a eu des petits problèmes de santé, voulait partir et surtout il y a un gros contrat. Je ne veux pas dans la NFL, c'est souvent comme ça que ça marche. Les vétérans avec des gros contrats, ça rapporte souvent, on surestime ce qu'on pourrait avoir pour ces gars-là. De là à dire que les 49ers se sont fait avoir, je sais pas. Je pense que ça a toujours été le marché pour ça. Les Commanders ont peut-être fait une bonne affaire quand même, mais l'autre affaire que je me demande, on sait que Debo était disponible pour ça, mais les Rams ont aussi Cooper Kupp à donner, puis mettons, j'ai aucune idée, je pense que les Rams prendraient la même chose. Fait que, pour le bien de l'exercice, disons que les Rams veulent un choix de 4e ronde pour Cooper Kupp. Si je t'offre Cooper Kupp pour un choix de 4e ronde ou Debo Samuel pour un choix de 5e ronde, tu prends quoi entre les deux? Moi, je me dis que les Cowboys de Dallas ont payé à peu près la même affaire pour un receveur beaucoup moins bon. Ouais. Ok. Jonathan Mingo, ça c'est autre chose. Jerry Jones était parti de chez cette journée-là. Mais c'est ça mon point, tu sais. On regarde ça, puis ces receveurs-là, souvent vieillissants avec des gros contrats, ça rapporte souvent, moi, tous les joueurs vieillissants avec des gros contrats, mais surtout les receveurs, tu sais, souvent, même si ces gars-là ont une bonne réputation, une belle feuille de route, ben ça fait en sorte que leur gros contrat puis leur léger ralentissement, leur valeur descend à une vitesse assez rapide parce qu'il y a juste la possibilité. C'est pas rare de repêcher un bon receveur en 4e ou 5e ronde que de sur un contrat de recrue pour 4 ans. Littéralement, Puka, il y a quelques années. Fait que, tu sais, je pense que les Niners voulaient tourner une page, on voulait aussi libérer de l'argent. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas demandé de la lune non plus. Mais Washington a fait une belle prise, surtout pour un choix de 5. C'est un beau pari pour une équipe qui avait besoin d'armes offensives, comme je disais. Mais je suis pas prêt à dire que si les Niners se sont fait avoir non plus, parce qu'il fallait faire cet échange-là. Puis je pense que c'est la valeur marchande pour des gars comme ça. Surtout, il ne faut pas oublier que Debo a exprimé qu'il ne voulait pas revenir à San Francisco. Exact. Un directeur général qui voit ça, une patate chaude demain devant les médias, tu perds déjà toute la vie. Tu perds toute la vie. Puis, des choix de repêchage, il y a combien de gars dans la NFL, peut-être pas le nom, mais en pourcentage, il y a combien de gars dans la NFL qui vaut un chois de première ronde? Il n'y en a pas beaucoup, man. Pas beaucoup, c'est ça qu'on oublie. 1-2% de la NFL? Tu sais, mettons tu regardes ça avec des lunettes de partisans de hockey. Tu dis qu'un choix de 5e ronde, là, c'est rien. La fois, c'est qu'au football, un choix de 5e ronde, ça demeure quand même excellent. Tu sais, choix de première ronde pour échanger ça, là, il faut un énorme talent. Puis là, pour dire Debo Samuel, un choix de 5e tour, Pop, je partage ton avis là-dessus. Je pense que, pas sans dire nécessairement que les 49ers se sont fait avoir, mais Debo Samuel a certainement influencé son prix il a clairement pas aidé en faisant ses déclarations publiques et en étant très, très, très vocal sur le fait qu'il ne voulait plus être à San Francisco. Ah, écoute, comme John Lynch avait... s'il n'était pas menotté pour quelque chose... Lynch. ça va? John Lynch. Le grand chum. Le grand chum. Anyways, deuxième
sur le Perron de Glace, qui nous provient de William Savard qui dit « Au New Jersey, dans un trade avec David Savard et un choix de 2e ronde pour Dawson Mercer, je confonds mes fantasmes de Saguenay avec la réalité. Mercer à Montréal arrivera, j'en suis certain. » C'est quand même très spicy, ça. Ça, c'est en réponse à Kirby Dach. Ouais. Oui, exactement. On avait posé sur, quand il y a eu l'annonce que la saison de Kirby Dach était terminée, on demandait est-ce que pour vous, on lance la serviette ou on continue avec lui? Qu'est-ce qu'on voit pour son avenir? Puis dans le cas de William, on dit on va chercher au New Jersey, on met un package, puis on va chercher Dawson Mercer avec le Canadien bientôt. Je vois où tu vas en venir. Tu sais, je vois le gars du Saguenay qui parle, qui a vu Dawson Mercer jouer avec les Saguenay de Chicoutimi à la fin des années 2010 dans le tournoi de la pandémie. Écoute, pour se rajeunir, excellent. Tu te rajeunis, c'est un ancien choix de première ronde, coûte pas cher. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là et je suis en train de me dire que peut-être Dawson Mercer a de moins en moins le beau rôle du côté de New Jersey. Un peu ce que je disais pour Brock Besser tantôt, on est en train de baisser dans la hiérarchie un peu. Tu sais, tu as des Jesper Bratt, tu as des Jack Hughes, tu as même Luke Hughes en défense, puis les Timo Meier de ce monde. Moi, d'après moi, si Dawson Mercer peut arriver à Montréal et jouer au centre, est-ce qu'on peut aller de ce côté-là et peut-être être le fameux deuxième centre derrière Nick Suzuki qu'on pourrait amener à Montréal pour faire jouer dans un scénario pour l'année prochaine, hypothétiquement, Patrick Laine avec Ivan Demidov. C'est pas fou parce que la grosse affaire avec Kirby Dach, là, c'est. On aimerait ça un peu encore tenir ce rêve-là parce que c'est un 3e au total. Le potentiel peut toujours être là, mais la grosse affaire, en dépit des performances un peu pitoyables cette année, c'est que là, c'était un genou scrappé la saison dernière. Ça a été un peu la même affaire quand même sa première saison quasi complète, si on veut. Puis cette saison, c'est la même histoire d'un genou scrap, puis on doit le terminer pour la saison. Et à l'inverse, Dawson Mercer qui n'a pas encore manqué un match dans sa carrière. Là. Non, mais l'affaire... Non, c'est 82 matchs à chaque saison. Mais l'affaire que je regarde avec Dawson Mercer, je suis en train de regarder pendant que vous jasez, je regardais un petit peu ses stats pour me familiariser, mais tu sais, voir un peu le portrait du gars. Puis, tu sais, oui, c'est 2 bonnes premières saisons, mais ça fait 2 années que c'est, sans dire que c'est difficile, c'est un petit peu plus laborieux. Tu sais, l'année passée, 33 points en 82 matchs. Là, tu vois, c'est 26 points en 61 matchs. Puis, oui, Pop, tu l'as dit, c'est un rôle qui est un peu réduit au New Jersey. On a tellement d'attaquants là-bas. Fait que, c'est sûr que son rôle est amené à diminuer. Ouais, puis la saison dernière, c'était à Stickers, la saison des Devils aussi. Ouais, c'est ça. L'année passée, c'était bizarre, mais cette année, c'est encore un peu. Tu sais, je trouve que c'est un peu comme plan de deuxième centre. Mais c'est pas sexy. Disons que c'est pas sexy en partant. Tu sais, de là, peut-être un plan B pour le projet et tout, mais je me demande aussi, oui, je comprends qu'il y a de la frustration avec Kirby Dach en ce moment, puis je suis complètement conscient de ça. L'échanger cet été, c'est de l'échanger quand sa valeur ne peut possiblement pas être plus basse. Puis surtout, Mercer, Dach est en fin de contrat l'année prochaine à 3,4. Mercer, c'est encore 2 années à 4 millions par année. Tu sais, je comprends pourquoi, puis Mercer, c'est un gars qui est intéressant. Mais tant qu'à faire, je me demande, au lieu de se dire on va chercher Mercer, ce sera 2e, ou à la limite 3e centre, pourquoi, à la place, pas prendre l'année prochaine, faire de Dach un ailier toute la saison? Bon! Toute la saison. Ça fait le niaisage de le faire jouer au centre, ça marche pas. Merci. On a eu des moments où ça a marché quand il est arrivé, mais dans l'ensemble, c'est les meilleurs moments. Tu repenses au meilleur moment de Kirby Dach à Montréal, c'est à l'aile que c'est arrivé. Puis je suis pas en train de dire, il revient, mais là, à l'aile de Suzuki Caulfield. C'est pas du tout ça. Je pense que ce serait, surtout, il va revenir, ça va être beaucoup d'absence. Puis surtout, cette année, c'était difficile. Je pense que ce serait pas lui rendre service de le mettre directement sur ce premier trio-là. Mais, man, ce gars-là, on l'a vu, est capable de jouer du hockey. Puis je pense que les blessures, c'est dommage, vont avoir fait dérailler sa carrière. Je pense qu'il ne viendra jamais le gars qu'on a espéré aller chercher chez le Canadien. Puis c'est dommage, ça fait partie de la vie. L'affaire, par exemple, c'est que là, le Canadien va s'acharner. Surtout qu'il n'y a peut-être plus énormément de temps de développement à faire. Il ne peut plus s'acharner à faire de ce gars-là un centre quand, clairement, ça ne fonctionne pas.
ce gars-là est peut-être un bon allié, a le gabarit d'un allié, un gros bonhomme allié. C'est le fun d'un gros centre, mais un gros allié, c'est le fun aussi. Puis c'est un gars qui a une bonne vision de jeu aussi, qui est capable de... Je pense encore qu'il y a quelque chose à faire avec Kirby Dach, mais c'est pas comme joueur de centre. C'est peut-être comme un allié, peut-être comme un allié sur un troisième trio. C'est peut-être ça. Mais je pense qu'il y a encore une place pour ce gars-là en ville, au point de le shipper pour un Dawson Mercer qui, ben, j'ai pas envie de dire que c'est du pareil au même qu'à Dach. Je prends Mercer avant Dach, mais tu sais, c'est vraiment un si gros upgrade que ça. Je sais pas si c'est un move que je ferais. Est-ce que les centaines de milliers de dollars de plus vaut vraiment Dawson Mercer? L'année de plus aussi. Parce que tu vas avoir Hudson qui va devoir payer bientôt, puis tout ça, puis t'en as d'autres qui vont falloir que tu payes bientôt. Puis l'année prochaine est très importante à Montréal parce qu'il y a ce petit affaire-là qui s'en vient l'année prochaine. Tu sais, ce petit dynamo pour jouer sur des symboliques culturelles. Là. C'est what you did there. Il ne joue pas, certainement pas avec le Dynamo de Moscou, mais il y a un petit Russe qui s'en vient l'année prochaine qui peut faire de quoi de spécial. Qui peut faire de quoi de spécial et on le souhaite. Anyways! Je vais juste terminer là-dessus. Imaginez les alliés l'année prochaine à Montréal. Campbell Suzuki, Laine Demidov, Newhook avec Dach. T'as Gallagher, Anderson, t'as Heinemann, tu sais, t'en as beaucoup, ça t'en fait beaucoup. Je comprends pourquoi tu pourrais l'échanger, mais je sais pas si c'est Mercer. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va peut-être avoir congestion aux ailes? Est-ce que ça peut faire en sorte qu'on peut échanger Kirby Dach? Ça, c'est la vraie question. Qui faciliterait potentiellement aussi, nos ailiers sur la troisième ligne, c'est Alex Newhook et Kirby Dach. Man! Skippez-moi ça jusqu'en septembre l'année prochaine, j'ai hâte. Puis ce qui pourrait aussi faciliter tout ça, c'est la transaction du One Man Army lui-même, Yoel Armia. Mais ça va être à suivre. Juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, quiz du joueur de la semaine pour vous. Alors, l'énigme qu'on a pour vous cette semaine, c'est un joueur de premier but, âgé de 37 ans, qui joue pour les Yankees de New York, qui porte le numéro 48. Félix Forget, la réponse étant... Et un nouveau venu chez les Yankees cette année, Paul Goldschmidt, qui va disputer sa première saison avec les Yankees, va remplacer Anthony Rizzo, qui portait lui aussi le numéro 48. Qui joue au premier but aussi. Fait que ça va être intéressant de voir ce que Paul Goldschmidt va être capable de faire cette saison. T'sais, on sait que c'est plus le joueur qui était nécessairement dans ses belles années, mais les Yankees sont allés le chercher pour solidifier le premier but puis amener un gars qui a une présence dans un alignement, une présence solide, un gars qui va être capable de contribuer. Fait que ça va être une saison super intéressante à suivre pour lui. La saison de la MLB commence vraiment bientôt. Et d'ailleurs, petit teaser pour ceux qui nous écoutent encore en ce moment, on travaille sur peut-être un petit quelque chose de spécial pour le début de la saison. On dit juste ça. C'est quelque chose de spécial pour le début de la saison. Restez pas trop loin si vous êtes fan de baseball. Non, définitivement. Si vous avez été là l'année dernière, vous pouvez attendre à de quoi de similaire. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à cet épisode de la Triple Menace pour cette première semaine de mars. Restez à l'affût. Parce que vendredi, il y a potentiellement une grosse journée dans la LNH qui s'annonce. Justement qu'on se gaslight nous-mêmes, puis finalement, il n'y a juste rien qui arrive. Nico Rantanen va être avec le Canadien. Un vendredi matin pour regarder ça. Puis en plus, semaine de relâche. Yes! Ça va être fun. Anyways, on va surveiller ça alors que ça s'en vient. On a hâte que la LNH au complet pète. Ça va être le fun. J'ai tellement hâte qu'on se fasse un épisode urgence pour Mikko Rantanen à Montréal. Non, mais en réalité, on va tout déballer ça dimanche la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine et ciao, ciao!